tous et merci aux organisateurs des JDP 2020 de m'avoir proposé de participer à ce flash association. Je n'ai pas de conflit d'intérêt financier en général ni concernant ce sujet, mais la double appartenance à la fois à un centre de référence maladies rares et une association de patients pourrait poser la question de l'existence d'un conflit d'intérêt, d'où ce point d'interrogation. Je suis donc dermatologue, médecin responsable du centre de référence maladies rares, épidermolyse bulleuse héréditaire adulte dans le service de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis. Je fais partie de l'association DEBRA France, association française des patients atteints d'épidermolyse bulleuse héréditaire depuis 2011. Cette association a été fondée en 1985 et elle a rejoint également en 2011 DEBRA International qui compte actuellement une cinquantaine de pays membres. Alors, quelques diapositives pour les personnes qui ne connaissent pas l'épidermolyse bulleuse héréditaire. C'est une maladie génétique de la peau, une génodermatose, qui est un groupe de maladies plus ou moins différentes en termes de gravité, de présentation clinique et de pronostic, mais qui ont toutes comme point commun une fragilité cutanée et parfois muqueuse importante. Vous savez que la peau est une barrière cutanée résistante, solide, et que cette solidité est assurée par une jonction entre l'épiderme et le derme. Or, dans l'épidermolyse bulleuse, cette jonction entre l'épiderme et le derme est déficiente. Actuellement, il existe 18 gènes identifiés dans l'épidermolyse bulleuse héréditaire, responsables de 30 présentations cliniques différentes. On parle de phénotype. Il existe une mauvaise corrélation phénotype-génotype, surtout en période néonatale, ce qui concrètement veut dire que quand un bébé naît couvert de bulles, il est relativement facile, après avoir éliminé les causes infectieuses et d'autres maladies génétiques de la peau, d'affirmer qu'il s'agit d'une épidermolyse bulleuse héréditaire, mais il est par contre impossible avec des examens simples, un examen clinique, une prise de sang pour un bilan biologique standard et même une biopsie cutanée, de savoir à quel groupe d'épidermolyse bulleuse cet enfant apparaît. Il est donc absolument indispensable, dès les premiers mois de vie, de proposer un diagnostic moléculaire à la famille afin de pouvoir donner aux parents un diagnostic précis, un pronostic et une prise en charge adaptée. En fonction de la localisation du clivage entre l'épiderme et le derme, on distingue 3 grands groupes d'épidermolyse bulleuse héréditaire. Dans la forme simple, le clivage se fait dans la partie profonde de l'épiderme. Les bulles sont parfois assez diffuses à la naissance, mais avec l'âge, elles deviennent souvent localisées aux zones de traumatisme, c'est-à-dire les pieds et les mains, sous forme d'ampoules extrêmement douloureuses. Mais dans cette maladie, l'espérance de vie est normale. Il en est tout autrement pour l'épidermolyse bulleuse jonctionnelle, où le clivage se fait au niveau de la jonction dermo-épidermique. Cette maladie est extrêmement sévère, souvent associée à des atteintes viscérales, à des atteintes muqueuses, et elle est létale dans la majorité des cas. Enfin, l'épidermolyse bulleuse dystrophique est caractérisée par un clivage qui se fait juste en dessous de la membrane basale. La forme dominante ressemble cliniquement et en termes de pronostic à la forme simple. La forme récessive est par contre beaucoup plus sévère. Et malgré de nombreux progrès dans la prise en charge des plaies, des infections, des problèmes de nutrition et d'anémie qui ont permis une augmentation spectaculaire de l'espérance de vie dans cette maladie, la maladie épidermolyse bulleuse dystrophique ne cesse de s'aggraver de façon inexorable au fil de l'âge, tant au niveau de la peau que des muqueuses, avec également un retentissement systémique et des complications viscérales. Il existe actuellement 2 causes de décès précoces à l'âge adulte dans les formes graves d'épidermolyse bulleuse héréditaire, qui sont les carcinomes cutanés et, beaucoup plus rarement, le refus de soins du patient quand il est épuisé de se battre contre la maladie. On peut donc dire que l'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive est la plus sévère des maladies dermatologiques, car elle est présente dès la naissance, elle va durer pendant toute la vie. L'atteinte cutanée et muqueuse est diffuse et elle associe à la fois de l'inflammation, de la fragilité, de la fibrose et des complications cancéreuses. C'est une maladie systémique extrêmement inflammatoire et c'est une des plus graves maladies génétiques en termes de douleur et de handicap fonctionnel. Je n'ai pas prévu de mettre des photos cliniques de patients, simplement cette peau sur un genou qui illustre bien l'absence de cohésion entre l'épiderme qui glisse
sur le derme auquel il n'est pas adhérent. C'est probablement l'association de patients DEBRA qui a trouvé la meilleure comparaison puisqu'elle compare les enfants atteints d'épidermolyse bulleuse héréditaire à des papillons. Enfants pour qui le moindre geste quotidien devient une menace potentielle. J'ai souvent tendance à comparer mes patients adultes atteints d'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive à des grands brûlés. Comme chez le grand brûlé, la peau n'assure plus son rôle de barrière. Mais à la différence de la brûlure, qui va finir par cicatriser définitivement, les lésions cutanées, les plaies, les ulcérations des épidermolyses bulleuses vont persister tout au long de la vie, récidiver, s'étendre, et elles vont également atteindre les muqueuses. Enfin, la cicatrisation anormale de ces plaies va entraîner des sténoses anales, des sténoses ésophagiennes, des rétractions articulaires, des fusions des doigts et des orteils. Comme toutes les associations de patients, DEBRA est composé d'un conseil d'administration qui comprend 12 membres plus un président d'honneur, un conseil scientifique formé de 4 membres, dont un biologiste, généticien, chercheur et 3 dermatologues experts épidermolyse bulleuse, une directrice, une secrétaire administrative et une infirmière. J'appartiens à la fois au conseil d'administration et au conseil scientifique. La directrice est Angélique Sauvestre, et si j'insiste sur son rôle dans l'association DEBRA, c'est que depuis 2019, elle est salariée de cette association, ce qui lui permet de travailler à peu près 150% de son temps sur la maladie. Et cette professionnalisation a eu d'emblée des résultats très intéressants en termes de récolte de fonds pour financer des projets scientifiques tout à fait intéressants. Les missions de DEBRA sont très bien résumées dans ce pavillon symbolique, avec un volet aider, un volet guérir, pour améliorer la prise en charge, pour soutenir les familles qui vivent avec l'épidermolyse bulleuse, pour soutenir la recherche, pour porter la voix des familles. Il est indispensable de faire connaître la maladie, seul moyen pour obtenir des financements. Alors, quel est mon rôle au sein de l'association DEBRA ? Je participe avec mes collègues dans le conseil scientifique pour faire des revues de la littérature, pour aider à la réalisation d'outils pédagogiques, pour faire un inventaire et une évaluation des essais en cours, pour répondre aux questions des patients. Je fais également de la communication sous forme essentiellement d'articles de vulgarisation. Sur un plan plus concret, ma participation au conseil d'administration consiste à un conseil d'administration d'environ 4 heures tous les 2 mois, et puis des contacts par téléphone, par mail, plusieurs fois par semaine, voire par jour, avec la directrice de DEBRA. Je participe bien sûr à l'Assemblée générale annuelle et depuis 2 ans à la journée professionnelle des spécialistes de l'épidermolyse bulleuse, également organisée par l'association. Pour résumer ce rôle dans le conseil d'administration, j'essaye d'aider à l'interface entre l'association et le monde médical. En effet, l'épidermolyse bulleuse héréditaire, comme toutes les maladies génétiques rares, nécessite une prise en charge qui est non seulement multidisciplinaire, mais même interdisciplinaire, avec des relations extrêmement étroites entre les patients, leurs familles, les acteurs, les professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, sociaux et l'association de patients. Alors, quand Guy Verdeau, actuel président d'honneur de l'association, m'a demandé il y a une dizaine d'années de rentrer dans l'association DEBRA, j'ai évidemment beaucoup hésité. J'avais déjà l'impression d'être débordée, de ne pas avoir beaucoup de temps à y consacrer, et puis je n'avais jamais participé à une association de patients. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que mon rôle serait essentiellement symbolique, que ça me prendrait très peu de temps et que je pourrais partir quand je voudrais. Voilà, donc ça fait pratiquement 10 ans, je suis toujours là, et même si je consacre beaucoup moins de mon temps à l'association que les autres membres du conseil d'administration et que bien sûr la directrice, j'ai l'impression d'y passer quand même un petit peu plus de temps tous les ans. Et j'en déduis que c'est parce que non seulement je sers peut-être un peu à quelque chose, mais aussi que l'association m'apporte beaucoup. Elle m'apporte un regard sur les patients et la maladie en dehors du contexte médical professionnel, ce qui me permet d'avoir accès à des données et à des ressentis en vie réelle qui ne sont pas toujours exprimés par les patients ou soignants au cours des soins ou des consultations dans le centre de référence. Elle m'apporte la possibilité de faire passer des messages aux patients et aux familles via le site, le journal ou le site Facebook. Elle m'apporte aussi, et c'est très important, une écoute à mes problématiques matérielles, organisationnelles, stratégiques, parfois même éthiques, que je rencontre au quotidien dans mon centre de référence, écoute que je ne retrouve pas forcément chez mes collègues dermatologues qui ne connaissent pas bien la maladie et qui en ont probablement assez peur. Et elle m'apporte surtout l'envie de continuer à me battre au quotidien contre la maladie. Pour terminer,
Je répondrai à cette question qui m'est souvent posée lors des assemblées générales ou des journées sur l'épidermolyse bulleuse. Si j'avais une baguette magique, quels seraient mes souhaits pour les années à venir? J'en ai mis 4. Le premier, il est en rouge parce que c'est un souhait qui est assez spécifique à la pathologie épidermolyse bulleuse héréditaire. Je souhaiterais la création d'un nouvel acte de la nomenclature générale des actes professionnels qui concernerait exclusivement le pansement long et complexe de l'épidermolyse bulleuse héréditaire, permettant enfin un accès aux soins infirmiers en ville pour les enfants et adultes. Il faut savoir qu'actuellement, pour faire le pansement d'un patient épidermolyse bulleuse, il faut à peu près 4 heures. C'est pratiquement aussi long pour un enfant, et ceci au moins 3 fois par semaine. Ce type de pansement est payé aux professionnels de santé, à l'infirmier, moins de 40 € la prestation. Autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires et que la plupart de nos patients sont pris en charge quasiment exclusivement par leurs parents, ce qui pose évidemment des problèmes. Les parents sont des parents et les parents ne sont pas des soignants. Deuxième souhait, c'est que le protocole national de diagnostic et de soins que nous sommes en train de remettre à jour débouche enfin sur des prises en charge par l'assurance maladie des actes, des médicaments, des dispositifs de soins que nous préconisons. Je souhaiterais également que les jeunes patients, qu'ils soient adolescents ou jeunes adultes, se sentent un peu plus concernés par la recherche clinique et acceptent de participer aux essais thérapeutiques indispensables si on veut voir de nouvelles thérapeutiques arriver sur le marché. Enfin, j'aimerais ouvrir la prise en charge des centres de référence et offrir le soutien des bras à tous les patients français atteints d'épidermolyse bulleuse. En effet, certains patients en sont toujours exclus, le plus souvent par méconnaissance, parce qu'on leur a dit un jour qu'ils avaient une maladie génétique incurable et que ça ne servait à rien de consulter. Évidemment, mon premier souhait, ce serait qu'un traitement curatif arrive rapidement à disposition des patients pour leur permettre d'avoir une espérance de vie et une qualité de vie la plus normale possible. Je vous remercie pour votre attention. Bienvenue pour ce flash destiné aux associations de patients. Nous allons parler donc des actualités dans les ichtyoses. La prise en charge des ichtyoses est améliorée grâce à l'existence des réseaux. En France, il s'agit du réseau FIMARAD qui regroupe des centres de référence avec un groupement de centres de référence au nord et un groupement au sud, ainsi que des centres de compétences. Au niveau européen, il s'agit du réseau ERN-Skin qui comprend différents sous-groupes thématiques, dont un dédié aux ichtyoses et kératodermies palmoplantaires. Quels sont les rôles de ces réseaux? Ils servent à réaliser une fédération des experts de la maladie afin de réaliser des actions comme l'amélioration de la prise en charge, la formation des professionnels de santé et la promotion de la recherche. Concernant la prise en charge des patients, on note la publication l'an dernier, sous forme de 2 tomes dans la littérature médicale, de guidelines ou de recommandations pour la prise en charge des ichtyoses. Ces guidelines permettent une homogénéisation des pratiques entre les experts et également d'apporter aux non-experts des recommandations pour la prise en charge de cette maladie. Il est à noter qu'une version patient est en cours de finalisation et un équivalent français en cours d'élaboration. L'éducation thérapeutique est également une avancée dans la prise en charge des patients. Elle est maintenant possible dans les centres de référence, mais le plus souvent, il s'agit de programmes classiques en présentiel qui posent un problème en cas d'éloignement géographique. D'où l'intérêt de développer des programmes virtuels ou IETP, avec donc un programme dans les ichtyoses en cours de développement grâce à un financement ministériel. Concernant la recherche, il s'agit tout d'abord de déterminer quel est le gène responsable de la forme d'ichtyose. Vous voyez dans ces tableaux très chargés, voire difficiles à lire, sur la colonne de droite de chaque page, c'est la liste des gènes qui ont été découverts. Vous voyez qu'ils sont très nombreux. Il en reste encore quelques-uns à découvrir et les progrès sont réguliers. Une fois que l'on a déterminé le gène responsable, il s'agit de comprendre quel est le mécanisme de la maladie, c'est-à-dire pourquoi, à partir d'une mutation, on va avoir les anomalies cutanées que vous connaissez dans l'ichtyose, avec les problèmes de squame sur la peau, voire chez certains patients d'érythème. Pour cela, un certain nombre d'expériences peuvent être conduites au laboratoire, donc ce qu'on appelle à la paillasse, dans des tubes à essai, toujours en lien direct avec le patient, auquel on pourra demander pour ces expériences des prélèvements de peau ou de sang.
Ces prélèvements étant malgré tout invasifs, il est utile de mettre en place des modèles d'ichtyose qui reproduisent les anomalies observées chez le patient. On peut utiliser pour cela des épidermes reconstruits ou des souris. Tout cela vise à comprendre pourquoi dans l'ichthyose il y a cette anomalie de la barrière cutanée. Une fois que l'on a pu comprendre, à l'aide de différentes approches méthodologiques complexes que je ne détaillerai pas, on va imaginer de nouvelles approches thérapeutiques. Ces approches thérapeutiques, idéalement, vont être testées initialement sur les modèles, les épidermes reconstruits et la souris, et s'ils sont prometteurs, on va alors passer au stade des essais cliniques. Si l'on regarde sur le site officiel international de Clinical Trials, qui est un site qui recense toutes les études déclarées donc conduites chez le patient, donc dans l'ichthyose, on note à ce jour 5 essais. Le premier essai, qui est actuellement en cours, est une étude internationale avec des centres en France, étudie l'efficacité et bien sûr la sécurité d'une crème dont le principe actif est un médicament de la famille du soriatane. Donc cette étude est en cours, elle est prometteuse. On note également, mais c'est une étude disponible uniquement aux États-Unis, une thérapie génique sous la forme d'une crème destinée à corriger les anomalies cliniques dans l'ichthyose lamellaire due à des mutations de la transglutaminase 1. On note également, toujours aux États-Unis, 2 essais avec des biothérapies. Les biothérapies, ce sont ces nouveaux médicaments qui portent leur nom parce qu'ils sont fabriqués à partir d'organismes vivants. Ils s'administrent le plus souvent en injection et ce sont des traitements ciblés qui visent une anomalie bien particulière. Donc dans l'ichthyose, 2 molécules à l'étude qui sont des molécules qui ciblent certaines anomalies de la voie de l'inflammation. Enfin, on note une étude européenne avec des centres en France, donc Paris-Toulouse, un centre en Hollande, qui vise à tester une autre biothérapie, le dupilumab, qui est autorisé actuellement dans l'eczéma. Et cette étude donc est destinée à tester l'efficacité et la sécurité dans le syndrome de Netterton. Je vous remercie pour votre attention.